Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance de discuter avec Annie Vidal qui est députée de la Seine-Maritime et commissaire aux affaires sociales. Donc merci beaucoup de me recevoir et d'accepter de discuter avec moi et de participer à ce podcast. On va parler d'un sujet qui est très très d'actualité. C'est finalement la place des EHPAD dans la société. Qu'est-ce qu'on veut pour nos personnes âgées, comment accompagner les personnes âgées aujourd'hui et demain. Et on est en plein dans l'affaire du livre Les Fossoyeurs qui est sorti il y a quelques semaines. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, alors je suis, vous l'avez dit, Annie Vidal, je suis commissaire aux affaires sociales. Je suis également dans mes activités extra-parlementaires. Je siège au sein du Haut Conseil de l'enfance, de la famille et de l'âge, et plus particulièrement investie dans la mission qui a été constituée fin 2017 de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance. Et je suis par ailleurs coprésidente de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale. Ok, donc c'est des sujets, le sujet des EHPAD, c'est vraiment au centre de vos activités. J'ai vu aussi à travers le site et votre parcours, vous avez été cadre de santé. Oui, exactement. J'ai été cadre de santé. J'ai été responsable d'un pôle médico-technique, un pôle de laboratoire de biologie médicale, de 18 laboratoires de biologie médicale au CHU de Rouen. Et j'ai également été responsable qualité où j'ai contribué à conduire les laboratoires sur l'accréditation COFRAC. Et j'ai terminé ma carrière à l'hôpital en étant chargée de projet auprès de la direction générale pour les projets institutionnels et transversaux. D'accord, donc le fonctionnement des établissements, c'est aussi quelque chose que vous connaissez de l'intérieur et pas Exactement. que à travers l'Assemblée nationale. Alors, le sujet du moment, c'est les travaux de la commission autour des je sais pas, enfin, on peut vraiment parler d'un scandale autour de ce qui est dénoncé, par le livre Les Fossoyeurs au sujet du groupe Orpea. Comment les parlementaires, comment la commission des affaires sociales a reçu, en fait, a réagi à toutes ces informations et à ce sujet-là ? Alors, avant de répondre, est-ce que c'est un scandale Orpea ? On verra. Ouais. En tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une affaire Orpea qui mérite que nous fassions toute la lumière dessus. Alors, elle part de la rédaction du livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs. Moi, j'ai lu ce livre de bout en bout. Je dois dire que les révélations, les allégations faites dans son livre c'est absolument terrifiantes. On y parle de maltraitance sur des personnes âgées, de maltraitance aussi sur des professionnels. On y voit des directeurs de résidence qui sont complètement inhibés sans la moindre autonomie, et on y décrit un système, le système Orpea, qui serait un système qui n'a d'autre but que de faire des profits en réduisant les effectifs, les coûts, au détriment du bien-être des résidents et de la qualité de vie au travail des salariés. Donc c'est effectivement des révélations qui sont absolument glaçantes. La commission des affaires sociales a été profondément émue de ces révélations et elle s'est bien évidemment emparée du sujet en réalisant tout de suite après l'apparition du livre un cycle d'auditions. Nous avons commencé par auditionner les responsables du groupe Orpea et je dois dire que nous avons été extrêmement déçus
Nous avons posé beaucoup de questions très précises et nous n'avons obtenu aucune réponse, ce qui nous a vraiment profondément déçus, voire agacés. Et ces faits donc, dramatiques, terrifiants, glaçants qui sont révélés dans le livre s'inscrivent dans un contexte de transition démographique importante, de grande ampleur. Pour mémoire, en 2030, on est face à ce qu'on peut appeler un mur démographique, c'est-à-dire que les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans, et le nombre de personnes de plus de 85 ans va aussi être en augmentation considérable, d'1,2 million à peu près aujourd'hui. Nous passerions à échéance de 2060 à 4 fois plus. Donc c'est considérable et ça veut dire que plus on a de personnes âgées dans notre société, bien évidemment ça change le visage de notre société, mais ça veut dire aussi que ce sont des personnes qui vont être fragilisées par leur âge et qui potentiellement vont être en risque de se trouver dans des situations de maltraitance telles qu'elles sont décrites dans le livre, et c'est d'autant plus essentiel de faire la vérité parce que ça n'est pas acceptable. Moi, mon ressenti, c'est qu'on sort d'une période où on a cru à une loi grand âge qui peut-être pourrait apporter plus de moyens et donner plus de visibilité et finalement se donner plus d'ambition pour accompagner mieux les personnes aujourd'hui. Mieux, ça ne veut pas dire qu'on les accompagne pas bien, mais ça veut dire qu'on peut faire encore plus, et ce qui permettrait de se préparer pour plus tard, et notamment cette transition démographique et à une augmentation potentielle du nombre de personnes dépendantes. Moi, ma question, c'est est-ce que c'est ce scandale, alors qui est en fait très médiatisé par rapport à la loi grand âge, par rapport à ce qui se passe d'habitude, est-ce que ça peut être l'électrochoc qui peut faire que on va avancer sur ces sujets-là? En tout cas, ces révélations, je l'espère, vont faire prendre conscience à tout un chacun, d'une part de cette transition démographique, mais ça c'est factuel, mais surtout de la nécessité d'accompagner les vulnérabilités dans notre société. Quand je parle de vulnérabilité, je pense à la vulnérabilité liée à l'âge. L'âge, ça peut être le grand âge, le très grand âge, mais ça peut être aussi l'enfance, le petit âge, lié à la situation de handicap ou lié à la vulnérabilité qui peut être ponctuelle lors d'une maladie importante. Donc je pense qu'il faut, j'espère qu'il y aura une prise de conscience, et en même temps, je trouve dommage qu'il faille des révélations aussi glaçantes et aussi terrifiantes pour que cette prise de conscience soit là, mais c'est ainsi. Alors, vous évoquez l'amalgame, et je vous remercie parce que je voudrais vous dire un mot là-dessus, et c'est très très important. Ce dont on parle dans ce livre, on parle de situation de maltraitance. Et vous savez, la situation de la maltraitance, c'est un phénomène assez complexe. Il y a plusieurs types de maltraitance. Il y a de la maltraitance individuelle ou collective, et puis il y a aussi des maltraitances conscientes et inconscientes. Et tout ça relève de phénomènes extrêmement complexes qui renvoient chacun à des situations, à des vécus différents. Et c'est extrêmement important, d'une part, d'alerter sur ces situations de maltraitance. Et force est de constater qu'en France, nous n'avons pas de visibilité sur les maltraitances qui existent. Même si on peut considérer qu'il y a des alertes depuis un certain nombre d'années sur des potentiels dysfonctionnements, je mets des guillemets puisque c'est comme ça que c'était qualifié dans les EHPAD, nous n'avons pas cette visibilité sur les maltraitances avérées, et celles et ceux qui travaillent autour de la maltraitance estiment que 95% des situations de maltraitance avérées dans notre pays ne seraient pas connues. Donc le premier point, c'est vraiment de sensibiliser sur l'alerte quand il y a une situation de maltraitance. C'est très difficile, c'est difficile pour la personne qui est maltraitée, parce qu'elle peut craindre de la répression en signalant cette maltraitance. C'est aussi très difficile pour les professionnels qui parfois sont maltraitants à leur corps défendant parce qu'ils ont une organisation qui les conduit à être maltraitants, et c'est ce qu'on appelle la maltraitance institutionnelle.
Et ces personnes, ces professionnels, du coup, ne signalent pas la situation dans laquelle on les met. Parce qu'ils sont en contre-valeur avec la manière dont ils aimeraient exercer leur métier. Et donc on place ces professionnels dans une situation extrêmement délicate pour elles, j'ai envie de dire elles, parce que ce sont souvent des femmes. Parce que, je vais vous donner un exemple, parce que ce sera plus parlant. Vous prenez l'exemple d'une aide-soignante qui va avoir conscience, lorsqu'elle fait la toilette sur un des résidents, qu'elle est brusque, qu'elle n'a pas le temps, qu'elle ne peut pas lui parler, qu'elle ne peut pas le rassurer. Elle a conscience que son geste, il est brutal, il peut être brutal, et puis qu'il manque d'humanité. Alors, sauf qu'elle ne peut pas corriger ça, parce qu'elle a une organisation au-dessus d'elle qui lui met de telles contraintes qu'elle ne peut pas corriger ça. Donc d'une part, c'est quelqu'un qui potentiellement est en souffrance, pour elle il y a un mal-être, et donc à un moment donné, du mal-être on passe à la colère, mais sans pouvoir apporter une action de correction à ce comportement, et très très vite, la personne, de manière inconsciente, elle va se protéger au point de ne plus voir qu'elle a un comportement maltraitant. Et ça, c'est bien un système qui conduit les personnes à cela. Et c'est aussi la raison pour laquelle les auteurs, à leur corps défendant de maltraitance un temps donné, eh bien, deviennent aussi les lanceurs d'alerte. Parce que c'est des situations... Et je pense que c'est extrêmement important de faire ce point, parce que moi, je crois profondément que quelle que soit la réalité des faits, s'ils sont avérés, je crois qu'il faut vraiment dire que la responsabilité des auteurs de ces maltraitances n'est pas une responsabilité individuelle. C'est probablement, tout ce que nous conduisons nous amènera à poser des réponses là-dessus, c'est probablement une maltraitance institutionnelle et systémique dont il est question, en tout cas dans l'affaire Orpea, et finalement les professionnels en sont victimes. Et puis sur ce point, sur ce sujet de maltraitance, parce qu'évidemment on ne parle que de cela, et on focalise beaucoup sur ces sujets de maltraitance, il est question d'un groupe, le groupe Orpea. Le groupe Orpea, c'est 220 EHPAD, c'est 3% dans des EHPAD, donc ça n'est pas la totalité des EHPAD. Et il faut aussi dire que dans un bon nombre d'EHPAD, il n'y a pas de maltraitance et les professionnels accompagnent avec beaucoup d'attention et de respect les personnes âgées qu'ils ont en charge. Il ne faut pas faire l'amalgame, je dis ça parce que c'était votre question initiale, il ne faut pas faire l'amalgame et il faut replacer les choses dans leur contexte sans pour autant continuer à mettre le voile sur la maltraitance. Et pour moi, il est impératif d'une part de faire la lumière sur Orpea, bien sûr, mais aussi de savoir si ça existe dans d'autres établissements. Donc à mon avis, on va s'engager dans un processus de recherche de la vérité qui peut être long, mais qui doit être complet. Donc il y a 7000 EHPAD en France, et donc il faut vraiment aller chercher la vérité pour tout le monde, pour les résidents, pour les familles, pour les professionnels, parce que ce qui est décrit, si cela existe, ça n'est pas acceptable. Oui, on doit manier beaucoup de si, c'est certain. Sur cette question de maltraitance institutionnelle, je vous rejoins sur le fait que c'est certainement la maltraitance ou des faits de maltraitance les plus répandus. Et ce qui est très difficile, c'est justement de les identifier parce qu'ils sont noyés dans une routine en fait et dans un quotidien, on les voit plus forcément. La difficulté aussi, c'est qu'on est face à des personnes fragiles en fait, donc qui ont peu de possibilités de s'exprimer. On voit quand il y a des éléments qui ressortent de maltraitance, c'est la plupart du temps une famille en fait qui va pouvoir en fait dénoncer. Malheureusement, beaucoup de personnes en EHPAD n'ont pas de famille. C'est la difficulté aussi dans d'autres secteurs, notamment l'enfance, où c'est des personnes qui sont isolées et pour lesquelles c'est plus difficile de voir ce qui se passe. Cette question de maltraitance institutionnelle, elle est surtout liée, alors je pense qu'il ne faut pas être que borné à ça, mais sur finalement un manque de moyens et d'effectifs. Cette maltraitance institutionnelle, le fait de devoir aller vite, le fait d'avoir aussi parfois
un défaut de soins. C'est quelque chose qui revient souvent de dire, par exemple, là on a des exemples dans le livre, mais il y en a d'autres. C'est finalement on doit attendre, ou alors les soins sont faits trop vite, ou alors sont pas faits assez régulièrement. C'est des choses qui peuvent arriver, mais ça finalement, on le sait et depuis assez longtemps qu'il faudrait investir plus de moyens humains dans les établissements. Alors c'est pas l'alpha et l'oméga, parce que c'est pas juste en rajoutant des personnes et en finançant des postes qu'on va réellement changer le problème. Il faut revoir l'ensemble d'une manière globale, que ce soit à la fois le management, l'organisation, parce que vous pouvez rajouter des effectifs. Si votre organisation elle est pas bonne et que vous changez pas l'organisation, vous rajoutez du monde, mais ça va pas améliorer les choses. Donc c'est vraiment cette approche plus globale. Mais finalement, ça, il y a eu pas mal de rapports ces dernières années, et, et en fait, pour l'instant, ça donne le sentiment que ça aboutit pas, qu'on le sait, mais qu'on n'y va pas encore. Vous posez de vraies questions. Je vais juste conclure sur la maltraitance institutionnelle et puis après passer à la suite. C'est effectivement tout l'enjeu de la maltraitance institutionnelle, c'est qu'elle soit déclarée, qu'elle soit signalée. Et donc l'alerte de la part des familles est extrêmement importante. C'est le point de départ de la part des professionnels qui peuvent le faire, mais c'est pas facile pour eux. Oui, parce que l'alerte va permettre de qualifier la maltraitance. Et quand on est certain d'être dans un cadre de maltraitance institutionnelle et systémique, la première des réponses, certes, elle est de revoir les organisations, le management, etc. Mais ce qui est très important, c'est surtout, parce que dans ce cas-là, on est on est dans quelque chose qui échappe au regard de tous. Et donc, il faut introduire dans les organisations, dans le management, dans la réflexion, une personne extérieure qui va avoir un autre regard. Donc ça, c'est le point important. Après, vous évoquez la question des effectifs. Alors oui, la question des effectifs, elle est primordiale. C'est un préalable à tout. Et tout à l'heure, vous parliez de la loi grand âge. Moi, quand je parlais de la loi grand âge, j'avais coutume de dire, et je le pense toujours, que la loi grand âge, c'est quoi? C'est une vision, c'est la vision d'une société de la longévité. C'est un préalable des professionnels revalorisés, formés et en nombre. Et après, c'est un certain nombre d'ambitions à porter que je pourrais éventuellement vous développer si vous le souhaitez. Mais la question des effectifs, elle est clé. Nous avons d'ores et déjà renforcé les postes dans les EHPAD. Peut-être pas de manière suffisante, sans doute qu'il faut aller plus loin. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, quand bien même on financerait encore plus de postes, la question c'est d'avoir des professionnels sur ces postes. Aujourd'hui, force est de constater que dans tous les EHPAD de France, il y a au moins un poste vacant non pourvu. C'est-à-dire qu'il y a un poste financé pour lequel nous n'avons pas trouvé de professionnels. Ça, c'est une vraie difficulté. Nous n'avons pas aujourd'hui les professionnels pour pourvoir tous les postes nécessaires aujourd'hui. Et ceux qui sont nécessaires aujourd'hui, c'est rien par rapport à ceux qui seront nécessaires demain compte tenu de la transition démographique. Donc nous avons là un sujet majeur qu'on qualifie celui d'attractivité des métiers, mais c'est fondamental parce que nous pouvons faire une loi grand âge autonomie, nous pouvons porter des ambitions et nous avons suffisamment travaillé depuis 5 ans pour être assez au clair avec les ambitions qui seraient apportées dans une grande réforme du grand âge ou de l'autonomie. Mais sans les professionnels, nous ne pouvons rien faire. Ça, c'est absolument certain. Donc, on a là un enjeu essentiel. Et donc, l'attractivité des métiers, on en a beaucoup parlé. Moi, ça passe par bien des choses. Certes, la revalorisation salariale, nous l'avons faite. Encore une fois, peut-être qu'il faut aller plus loin dans la revalorisation salariale, mais il y a aussi les conditions de travail. Ce sont des horaires qui sont difficiles. Ce sont des métiers où aujourd'hui nous avons essentiellement des femmes qui font ces métiers et nous avons bien souvent des femmes seules qui font ces métiers et parfois des familles monoparentales. Donc c'est quand même très compliqué. Les conditions de travail sont très compliquées puisqu'il y a des horaires qui sont lourds
et qui sont absolument incontournables. Donc il n'est pas question de changer les horaires parce que c'est absolument la réponse aux besoins des résidents. Mais comment les structures pourraient-elles s'adapter pour rendre ces conditions moins difficiles? Donc il y a des questions qui vont autour des crèches, de l'accueil. Comment est-ce qu'on fait pour que les mamans qui sont seules, qui ont 2 enfants, finalement, ne soient pas dans le stress permanent de l'heure précise à laquelle il faut aller récupérer les enfants? Il y a la question qui est prégnante pour ces professionnels-là du déplacement, puisque il y a des établissements qui sont parfois, des structures qui sont parfois un peu isolées, moyens de locomotion, comment est-ce qu'on accompagne ça? Il y a toute une réflexion autour de la qualité de vie au travail qui est extrêmement importante. Et bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais j'aurais pu commencer par là, c'est de dire à quel point ces métiers-là sont utiles. Je crois que ce sont de beaux métiers parce que ce sont des métiers de la relation. Ce sont des métiers durs, mais ce sont aussi des métiers de la relation. Donc il faut dire, moi j'ai un profond respect pour les personnes qui font ce travail. Et je trouve qu'on ne leur dit pas assez. Et c'est vraiment important de leur dire à quel point leur métier est utile. Ce sont des gens à qui on confie finalement ce que nous avons de plus cher, nos parents. C'est vrai. Et donc, moi j'ai envie de dire que vraiment profond respect pour ce travail qui est parfois ingrat, qui est difficile, qui est peu payé et qui est essentiel. C'est un métier du lien, c'est un métier de l'humanité. Et donc ça c'est quand même aussi quelque chose d'extrêmement important. Et dans notre société, on a un regard qui n'est pas très positif aujourd'hui sur les personnes âgées et donc sur les personnes qui les accompagnent. Et je crois que si collectivement on change le regard que nous portons sur les personnes âgées, on changera aussi de manière induite le regard porté sur les personnes qui les accompagnent. Donc il y a des choses qui sont de l'ordre de la responsabilité individuelle, mais aussi de la responsabilité collective et qui sont culturelles. Comment on peut aller plus loin là-dessus? Alors, la difficulté, vous voyez, moi, c'est ce que je ressens, c'est que, vous voyez, bon, là, on a un livre, on a des reportages assez régulièrement, voilà, qui vont parler des EHPAD, il y en a en préparation, et finalement, mais c'est un peu le jeu des médias, c'est toujours négatif, parce qu'un message négatif a plus de portée que dire, bah voilà, dans tel établissement, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait un super dimanche d'après-midi, tout ça. Euh, c'est ça aussi la difficulté en fait, c'est que on veut pas, et c'est la question de la société qui, comme vous le dites, qui regarde pas et qui finalement se prend pas en, enfin, comme si en fait on détournait le regard et finalement c'est comme ça qu'il n'y a jamais de moyens supplémentaires pour les établissements. Alors il y a eu le Ségur qui a permis peut-être de colmater une brèche énorme avec le Covid, parce que les difficultés de recrutement, elles existaient un petit peu, mais ça a été accru avec la pandémie, où là on est passé sur encore une autre dimension de difficulté, avec des exemples terribles. Hein. Première vague, des personnes qui continuent d'aller travailler, mais la peur au ventre de se dire est-ce que je vais pas ramener le virus chez moi et contaminer mes enfants, mes proches, avec parfois peut-être la famille qui met la pression pour dire n'y va pas travailler, sauf qu'elle sait que si elle va pas travailler, les personnes seront pas accompagnées, pas soignées. Donc un dilemme moral et énorme. Et finalement, quelques applaudissements pendant un temps, une revalorisation, mais voilà, légère. Et finalement, à la fin, on redétourne un peu le regard. Et moi, mon inquiétude, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a alors une société qui est révoltée d'un pseudo-système, ou en tout cas d'éléments très précis. Mais finalement, est-ce que ça risque pas de passer? Et puis voilà, jusqu'au prochain, quoi, jusqu'à la prochaine difficulté. Alors, je vais vous faire une réponse en 2 points, si vous permettez. Le premier point, c'est qu'effectivement, je crois que on a, pendant des années, installé des personnes âgées dans des établissements, en pensant, les familles qui ont fait ça, on pensait très sincèrement que c'était la meilleure solution
pour leurs parents, et c'est vrai dans une majorité de cas, mais nous avons, je pense, manqué de transparence sur la qualité dans ces établissements. Et nous avons aujourd'hui un système de qualité, un système d'évaluation de la qualité qui montre ses limites. Donc je crois que la première chose, c'est de répondre par une transparence totale sur la qualité des prestations de l'établissement. C'est ce que j'ai porté dans un rapport sur la qualité dans les EHPAD et pour lequel d'ailleurs les propositions ont été retenues et qui est en cours et qui devrait être mise en place courant 2022. En quoi ça consiste ? Ça consiste à évaluer la qualité en réponse aux attentes et aux besoins des résidents sur la base d'un référentiel commun à tous les établissements par des évaluateurs accrédités par le COFRAC. Donc là, on borde les choses pour que ces évaluations soient donc toutes sur les mêmes critères et qu'elles soient complètement publiques, transmises, ce qui fait qu'on pourra avoir un regard sur la qualité des prestations. C'est extrêmement important. Ça permet aussi aux professionnels, parce que ça développe une culture qualité dans l'établissement, et ça permet aux professionnels de s'investir dans la qualité, et s'investir dans la qualité, ça n'est pas du flicage, je mets des guillemets, la qualité, ça n'est pas du flicage comme on peut l'entendre quelquefois, c'est bien la valorisation des pratiques professionnelles. Et je pense que la valorisation des pratiques professionnelles est extrêmement importante, et on devrait beaucoup plus communiquer sur les bonnes pratiques. Vous le disiez, les mauvaises pratiques font plus de buzz Oui. que les bonnes pratiques, mais c'est bien dommage parce que effectivement, la communication sur les bonnes pratiques permettrait de valoriser le travail des professionnels du secteur. Ça, c'est un point, si j'ose dire, plus pragmatique. Et le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on fait pour que cela ne soit pas enterré, en fait, pour qu'on n'ait pas une réaction face à une affaire pour repartir ensuite de la même manière. Eh bien, moi, je crois, et là, c'est peut-être une réponse un peu plus politique que je vais vous faire, c'est deux choses. Il faut vraiment que tout le monde prenne conscience que cette transition démographique, elle est essentielle, elle est importante et qu'il faut l'anticiper, l'accompagner. Alors il y a une partie de cet accompagnement qui relève de l'État, parce que ça demande une loi peut-être, des financements, etc. Donc ça, c'est la responsabilité de l'État. Et je crois aussi qu'il y a une partie qui relève de chacun. C'est l'accompagnement collectif du grand âge. Dans d'autres sociétés, la question ne se pose pas comme elle se pose chez nous. Et là, je crois qu'il y a un engagement aussi personnel que je parlerai de fraternité envers nos aînés. Donc on voit bien qu'il y a la solidarité nationale qui doit s'exercer, et puis il y a aussi une fraternité à titre individuel qui doit s'exercer. Et je pense que plus de solidarité et plus de fraternité peuvent faire le ciment de plus d'humanité, et c'est bien de cela dont on manque cruellement aujourd'hui dans nos établissements. Et donc moi je pense qu'il nous faut construire cette société de la longévité, excusez-moi, de manière plus inclusive, et je pense qu'il faut en faire une cause nationale pour le prochain quinquennat, quel que soit celui ou celle qui sera à la tête de notre pays. Alors je pense que ce serait une superbe conclusion. Est-ce que vous auriez quand même quelques arguments pour nous dire que c'est possible ? Parce que je pense que tous les acteurs des EHPAD, les directeurs, les fédérations, en fait, c'est ce qu'on attend. Comment on peut se dire que cette fois-ci, qu'est-ce qui peut faire, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'on peut faire en fait collectivement, puisque c'est vrai que tout ne doit pas passer par l'État, et c'est aussi à chacun de se prendre en main, mais d'avancer, de proposer des choses. Qu'est-ce que peuvent faire par exemple les directeurs d'EHPAD pour faire en sorte de faciliter, de favoriser cette cause nationale ? Alors, les directeurs d'EHPAD,
je pense que les directeurs d'EHPAD, ils ont plein d'idées pour organiser leur résidence de manière à proposer du bien-être à leurs résidents et une bonne qualité de vie au travail à leurs professionnels. J'en connais beaucoup, je les rencontre régulièrement sur mon territoire et je sais qu'ils sont tous adhérents de cela. Je crois que la responsabilité de l'État, c'est de leur donner les moyens de le faire. Donc, par des effectifs, mais pas seulement, en leur octroyant une certaine autonomie pour pouvoir mettre en place des choses dans leur établissement. Ça veut dire qu'il faut qu'au niveau de l'État, on ait cette volonté politique de donner les moyens, d'ouvrir des droits nouveaux aux personnes âgées. Alors il n'y a pas que d'ailleurs les personnes âgées dans les établissements, il y a aussi les personnes âgées à domicile, de leur donner toutes les conditions pour qu'ils puissent exercer leur métier et surtout, je crois beaucoup, de leur laisser l'autonomie parce que ce qui va être nécessaire dans une structure ne va pas l'être dans une autre. La vraie problématique dans ces structures, c'est qu'on ne peut pas avoir quelque chose de normatif parce qu'on n'est pas dans une qualité qui va être une réponse à des normes, mais on est bien dans une qualité qui est une réponse à des besoins et à des attentes. Et donc des personnes. Des personnes. Et on a des situations qui sont très différentes, même pas d'un établissement à l'autre, j'ai envie de dire d'une personne à l'autre, et même d'un jour à l'autre. Et donc je crois qu'il faut donner une certaine latitude aux directeurs de résidence pour pouvoir justement répondre à cela. Donc ça c'est un premier point. Et puis sur le deuxième, eh bien, ce dont souffrent le plus les personnes âgées, c'est souvent l'isolement. Et quand je vous parlais tout à l'heure de fraternité, eh bien, c'est rendre des visites, c'est justement, si on ouvre davantage qu'ils ne le sont, les EHPAD, ça veut dire qu'on peut avoir plus de personnes qui vont s'engager à apporter de la chaleur, de l'humanité, de la présence auprès de nos aînés. D'une manière collective, c'est vrai que ça évolue quand même plutôt bien. On voit avec la CNSA, la notion de tiers-lieu, avec les financements là qui suivent dans le cadre du Ségur. Et c'est vrai que c'est peut-être des pistes pour aussi mieux comprendre les EHPAD. Parce que moi, mon sentiment, quand je regarde la télé, BFM pour pas les citer, déjà ils savent pas écrire EHPAD, en général le H est mal placé, mais on se rend compte que les gens en fait ont... Le H qui n'est pas un H d'hôpital, hein, qui est un H d'hébergement. Hein. Voilà, donc en plus, des fois il est mal placé et puis il est mal écrit. Mais en fait, on se rend compte aussi que les gens n'ont pas connaissance du fonctionnement. Alors il faut reconnaître que c'est quand même très compliqué. Ces histoires de financement divers, départements, ARS, oui. Voilà, et pour les familles aussi. Mais peut-être que oui, comment faire pour mieux connaître, mieux comprendre, et peut-être que si on comprend mieux et qu'on connaît mieux, il y aura peut-être moins de difficultés à aller vers, en fait. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. On peut le dire finalement assez simplement et on peut essayer de le simplifier. Qu'est-ce qui se passe dans un EHPAD? Si j'ose dire, il y a 3 sections. Il y a une section de soins. Le soin, c'est la sécurité sociale, c'est les agences régionales de santé. Ensuite, il y a une autre section qui est la section de l'accompagnement de la dépendance. Donc ça, c'est pris en charge par le département. Et puis, la 3e section, c'est la section de l'hébergement, le fameux H d'EHPAD. Ouais. Donc c'est la chambre, c'est les repas et c'est tout ce qui va autour de cet hébergement, les animations et ce qu'on propose comme service, comme prestation à la personne. L'hébergement, il est aujourd'hui à la charge du résident. La section soins, elle est prise en charge à 100% par la sécurité sociale et la section dépendance, elle est prise en charge financièrement pour partie par le département.
C'est peut-être là qu'il y a une certaine complexité et peut-être que ce forfait soins et dépendance pourrait être fusionné pour une mesure de simplification et peut-être être davantage financé pour diminuer le reste à charge. Donc là, ce sont typiquement des questions à prendre en compte dans le cadre d'une réforme du grand âge, dans le cadre justement de cette cause nationale de l'accompagnement. Je dirais pas seulement du grand âge, des vulnérabilités. Mais de tous. Des vulnérabilités, âge, handicap, maladie. Et là, je pense qu'il y a une réflexion à avoir pour peut-être simplifier les choses pour les familles notamment qui parfois sont un petit peu en difficulté pour comprendre exactement de quoi il est question et ce qu'elles vont avoir comme reste à charge et vers quel organisme il faut qu'elles se tournent pour bénéficier des aides qui existent. Sur la section hébergement, je vous ai dit que c'était à la charge des résidents, pas complètement, parce que pour les faibles ressources, il y a les allocations logement, les APL, comme pour... Et puis l'aide sociale, qui est gérée par les départements. Voilà. Une simplification, c'est aussi un moyen de mieux contrôler. Parce que qui dit aussi organisation plus simple permet d'avoir plus de lisibilité, plus de transparence et aussi un meilleur contrôle. Oui, c'est exact. Et aujourd'hui, on a deux types de contrôles. On a les contrôles qui sont réalisés par les agences régionales de santé et ceux qui sont réalisés par les départements. Ils peuvent éventuellement, s'ils le souhaitent, faire des contrôles conjoints. Ça peut être intéressant puisque chacun a son champ de contrôle. Mais dans ce que nous pouvons faire, on évoquait tout à l'heure, force est de constater aujourd'hui que le nombre de contrôles est sans doute pas suffisant. Et là, c'est pas de leur fait. Il faut qu'on leur donne les moyens de pouvoir faire plus de contrôles. Et ça, c'est certain. Il faut renforcer les contrôles et surtout, il faut les faire de manière inopinée. Oui, c'est un des sujets. Pour pouvoir avoir une vraie vision de la situation des choses. Donc des contrôles inopinés et des contrôles conjoints des deux instances qui ont la responsabilité pour le moment, à savoir les départements et l'ARS, ça peut être aussi une manière d'aller voir ce qui se passe, parce que c'est bien ça, aller voir ce qui se passe, le dire de manière très transparente pour rassurer toutes les personnes qui sont concernées par cela. Et encore une fois, soyons très 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 prudents. Il y a des difficultés dans les EHPAD, il y a cette affaire Orpea qui peut-être touchera d'autres groupes, on ne sait pas encore, mais en tout cas, il y a aussi beaucoup d'EHPAD, beaucoup de professionnels qui sont très respectueux et qui prennent en charge les personnes âgées avec beaucoup de soins et beaucoup d'empathie et beaucoup de professionnalisme, il faut le dire, il ne faut pas non plus, aussi difficile soit la situation actuelle et aussi glaçant que puissent être les faits qui sont révélés, il ne faut pas jeter l'opprobre sur l'ensemble de la profession parce que c'est beaucoup trop délétère. Non, vous avez raison. Moi, je conclurai là-dessus en disant qu'on peut faire confiance aux équipes des établissements, aux équipes soignantes, parce que c'est tellement difficile comme métier, surtout dans le contexte actuel, que c'est forcément des gens impliqués, motivés, et des gens bien en fait au service et qui veulent vraiment apporter le maximum de soins, parce que vu la difficulté que c'est a été, mais que c'est en ce moment, voilà, je pense qu'ils ne seraient plus là s'ils n'avaient pas cette fibre et cette vocation. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui travaillent dans les EHPAD, et souvent autour de situations comme ça qui sont médiatisées. Et j'ai vu beaucoup d'aides-soignantes en larmes, je dis en larmes, parce qu'elles me disaient mais c'est pas possible qu'on dise ça de nous, vous savez, on les aime, les personnes qu'on prend en charge, et on ne leur ferait jamais ça. Et donc c'est très émouvant de les entendre dire ça, et c'est pour ça que je suis très attachée au fait qu'il faille à la fois faire toute la lumière sur ces faits qui sont révélés, et très sincèrement, si les faits sont avérés, je pense qu'il faut les condamner, mais très 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 sévèrement. Ça n'est pas acceptable, je l'ai déjà dit, mais je le redis, ça n'est pas acceptable. Mais en revanche, il ne faut pas, si j'ose dire, mettre tout le monde
dans le même panier et vraiment faire très attention au mal qu'on fait aussi aux professionnels engagés sur la prise en charge des aînés. Ok, très bien. Merci à vous pour le temps accordé et pour vos réponses. Et on va regarder dans les mois qui viennent comment ça peut se passer et espérer et faire tout pour avoir que ce soit un élément, un axe majeur cet accompagnement des personnes âgées et des personnes fragiles. C'est mon souhait le plus sincère depuis que je suis là en 2017. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.